L'Europe pensait avoir trouvé la parade, couper le gaz russe, passer au GNL qatari et américain. Une diversification, disait-on, mais ce qui ressemblait à une stratégie intelligente s'est révélé être une illusion. Le GNL n'est pas une vraie diversification. C'est un seul et même marché mondial, ce marché est en train de se vider. Le Qatar fournit un cinquième du GNL mondial. Une seule frappe dans le détroit d'Ormuz a mis hors service 17% de sa capacité d'exportation. Le gaz prévu pour l'Europe ne viendra tout simplement pas. Les cargaisons restantes sont raflées par l'Asie, l'Amérique du Sud, par quiconque peut payer plus cher. La réalité aujourd'hui est la suivante. L'Europe est en compétition avec 4 milliards de personnes pour son énergie et elle perd. Les pétroliers qui circulent encore mettent le cap à l'Est. Les acheteurs là-bas paient davantage. L'Europe se retrouve avec des terminaux vides et une leçon douloureuse. Remplacer une dépendance par une autre ne résout rien. Seul le nom de l'étranglement a changé. Après la coupure russe, l'Union européenne a fixé une règle. D'ici novembre, les stockages de gaz devront être remplis à 96%. Un filet de sécurité raisonnable, pensait-on, sauf que ce filet est devenu un piège. Les niveaux de stockage en Europe sont les plus bas depuis 10 ans pour cette période de l'année. La moyenne européenne est à 28,5% contre une moyenne décennale de 38%. L'Allemagne est à 22%, là où elle devrait normalement dépasser les 40%. Les Pays-Bas frôlent le vide à 5,8%, leur niveau le plus bas depuis 8 ans. Le problème est mécanique, puisque tout le monde sait que l'Europe doit acheter, les vendeurs font monter les prix. L'objectif de 90% qui devait protéger le continent agit désormais comme un accélérateur de prix. Le marché voit la détresse et la facture en conséquence. L'Europe remplit elle-même sa propre cage, la France n'est pas épargnée. Depuis 3 mois consécutifs, l'activité économique française se contracte. Les industries à forte intensité énergétique, chimie, sidérurgie, verrerie, papier subissent de plein fouet la hausse des coûts. Ce qui était une crise conjoncturelle est devenu une transformation structurelle. La banque ING a averti que les coûts énergétiques pourraient anéantir les espoirs de reprise des industries européennes les plus exposées. En Allemagne, un quart des équipementiers automobiles s'attend à enregistrer des pertes cette année. Des groupes comme Continental, Bosch et ZF ont déjà annoncé des restructurations et les usines ne restent pas à attendre, elles se délocalisent vers les États-Unis où les programmes fédéraux absorbent les risques d'investissement, vers l'Asie où la production industrielle est en plein essor. L'Europe perd sa capacité industrielle, une installation à la fois. Le prix du pétrole raconte une histoire, l'assurance maritime en raconte une autre. Faire passer un pétrolier par le détroit d'Ormuz en ce moment coûte entre 600 000 et 1,2 million de dollars, rien que pour l'assurance guerre. La prime habituelle pour un navire d'une valeur de 120 millions de dollars était de l'ordre de 40 000 dollars. En quelques semaines, elle a été multipliée par 15, voire 30. Résultat prévisible, les armateurs commerciaux refusent la traversée. Dans ce vide, une autre flotte a émergé, des navires vieillissants, à peine assurés, opérant hors des cadres réglementaires habituels. La même flotte fantôme qui acheminait du pétrole russe, sanctions, transite désormais par le détroit. En temps normal, 20% du pétrole mondial passe par là. Aujourd'hui, ce trafic est en grande partie paralysé. La marine marchande européenne se retrouve entraînée dans un marché non régulé aux conséquences durables. Il y a 3 ans, les dirigeants européens promettaient l'autonomie stratégique. L'Europe ne serait plus jamais dépendante d'autrui pour sa sécurité. Aujourd'hui, cette promesse rencontre les faits. Les États-Unis ont demandé à leurs alliés européens d'envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz. L'Allemagne a refusé. L'Italie a estimé qu'envoyer une marine dans une zone de guerre revenait à entrer en guerre. L'Espagne a refusé. La Belgique a refusé. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a confirmé que les États membres n'avaient aucune volonté de s'engager militairement contre l'Iran. Paris, pour sa part, a maintenu une position d'équilibre, fidèle à sa tradition gaulliste d'indépendance. Mais cette posture a ses limites. Sans capacité de projection collective, la rhétorique sur l'autonomie stratégique sonne creux. Seule la Fifth Fleet américaine maintient le détroit ouvert. Il n'existe pas d'alternative européenne. L'Europe, qui appelait l'Amérique un allié imprévisible, n'a pas de plan B. Elle a troqué sa dépendance au gaz russe contre une dépendance à la marine américaine. La Banque centrale européenne se retrouve coincée entre deux forces qu'elle ne peut pas dissocier
financier, d'un côté, l'inflation remonte. La BCE prévoit désormais une moyenne de 2,6% cette année, en forte hausse par rapport aux prévisions précédentes. Dans un scénario de pétrole à 145 $ le baril, elle pourrait atteindre 4,4%. Le taux directeur est maintenu à 2% pour l'instant, mais les marchés anticipent déjà 2 ou 3 hausses d'ici la fin de l'année. De l'autre côté, la croissance s'essouffle. L'indice composite des directeurs d'achat de la zone euro est tombé à 50,5 en mars, son plus bas niveau depuis 10 mois. En dessous de 50, c'est la contraction. La France y est déjà, l'Allemagne ralentit. Les nouvelles commandes se contractent pour la première fois depuis 8 mois. Monter les taux étouffe une économie déjà fragile. Les BC laissent filer l'inflation. Les économistes parlent de stagflation, le même piège qui avait défini les années 1970 et dont il n'existe aucune sortie propre. La cohésion européenne, toujours fragile, commence à se fissurer. Un fossé se creuse entre le nord et le sud. La Grèce et l'Italie, tributaires du tourisme et de l'agriculture, ont besoin d'une énergie abordable. L'Allemagne et les Pays-Bas protègent en priorité leurs réserves industrielles de gaz. Athènes a lancé un avertissement clair. Les écarts de prix de l'électricité entre États membres menacent le marché unique. Quand un pays paie dramatiquement plus pour son énergie qu'un voisin, c'est la cohésion de l'ensemble du bloc qui commence à craquer. Le choc politique est venu de Belgique. Le Premier ministre Bart de Wever a dit à voix haute ce que beaucoup pensaient tout bas: sans gaz russe, l'industrie européenne ne peut pas survivre. Cette déclaration a brisé un tabou qui tenait depuis 2022. Elle signale que certains gouvernements sont prêts à remettre en question le consensus de sanctions post-invasion. Ce ne sont pas des débats abstraits. Chaque réunion d'urgence à Bruxelles tourne désormais à un affrontement sur qui obtient le dernier mètre cube disponible. La ligne de fracture nord-sud qui avait failli briser la zone euro il y a 10 ans est de retour. Les sanctions contre l'Iran, conçues pour punir Téhéran, font en réalité surtout mal aux entreprises européennes. Les sanctions secondaires menacent toute banque, tout assureur, toute compagnie maritime européenne qui touche au pétrole iranien. Le résultat est une surconformité. Les acteurs européens évitent désormais non seulement le pétrole iranien, mais aussi des cargaisons parfaitement légitimes en provenance du Golfe, tant le risque juridique est devenu écrasant. Pendant ce temps, le pétrole iranien continue de circuler via la flotte fantôme vers la Chine et l'Inde, payé en devises alternatives, en contournant entièrement le système financier européen. Qui souffre véritablement? Pas la machine de guerre iranienne qui continue d'encaisser ses revenus, ce sont les armateurs européens, les banques européennes et la compétitivité européenne qui paient l'addition. Un chiffre que les contribuables européens et français en particulier devraient avoir en tête. Dans les 10 premiers jours du conflit, l'Europe a déboursé 3 milliards d'euros supplémentaires pour ses importations d'hydrocarbures. 3 milliards en 10 jours, au-delà de ce qui était déjà dépensé. Depuis le début du conflit, le surcoût total a atteint 6 milliards d'euros. Cet argent quitte l'économie européenne au pire moment qui soit, alors que les gouvernements doivent simultanément financer des subventions énergétiques, soutenir des industries déficitaires et maintenir la transition écologique sur les rails. Chaque euro supprimé en importation d'énergie fossile est un euro qui ne va pas aux infrastructures, à l'emploi ou à la résilience du continent. Le plus préoccupant est que tout cela n'est pas un choc ponctuel. Tant que le détroit d'Ormuz reste perturbé, l'Europe continuera de payer une prime sur chaque baril de pétrole et chaque cargaison de GNL. La facture s'allonge, cette guerre ne se joue pas seulement dans un détroit du Golfe, elle se paie à chaque station-service, dans chaque usine et sur chaque facture d'énergie à travers le continent.